L'Union européenne a laissé s'installer depuis 30 ans des dépendances technologiques qui ont plusieurs conséquences. Chaque entreprise doit avoir l'assurance que sa propre propriété intellectuelle, ses propres données ne soient pas disponibles pour des entités étrangères. J'avais beau être en charge de l'innovation et à Bercy, depuis le ministère de l'économie, on me disait c'est de la surréglementation, ça ne sert à rien. Bonsoir à tous, ça va? On arrive en fin de journée, on a encore la pêche? Ouais, bah il faut, parce que là, on va parler dépendance numérique, instabilité géopolitique, enjeux climatiques, vers un numérique plus pérenne. Merci la mêlée, vous avez 1 heure. 5 sujets en un, c'est toujours pas facile à traiter, mais on a des intervenants de haut vol qui vont nous aider justement à aller vers ce numérique plus pérenne, on espère sur la fin. Je vous présente, s'il faut encore présenter les gens aujourd'hui, Axelle Lemaire, notre ancienne secrétaire d'État, responsable de la solidarité sociétale des entreprises et du développement durable chez le groupe Sopra Steria. Bonjour. Henri Dagrin, délégué général du SIGREF, que vous avez vu dans une intervenante sur le CITO juste avant, qui était passionnante. Merci. Et David Chassan, directeur de la stratégie chez Outscale, une marque de Dassault Systèmes, pour lequel j'ai travaillé aussi pendant 2 ans. Bonjour, merci. Voilà. Eh bien, Axelle, en 2 mots, tu fais quoi aujourd'hui? Je suis directrice du développement durable donc dans une entreprise technologique et de services numériques qui s'appelle Sopra Steria, que vous connaissez peut-être, qui est une belle aventure entrepreneuriale puisque l'entreprise est née il y a plus de 50 ans à Annecy et aujourd'hui, c'est une boîte européenne avec 56 000 collaborateurs. Donc, on se sent un peu concerné quand on parle de souveraineté numérique et de durabilité. Henri, en un demi-mot, qu'est-ce que tu fais? Délégué général du SIGREF. Et par ailleurs, je suis membre d'une commission parlementaire, extra-parlementaire, qui s'appelle la Commission supérieure du numérique et des postes. Et j'accompagne donc les parlementaires dans toutes leurs réflexions, notamment sur les enjeux de transformation numérique au niveau des politiques publiques. Et David, toi, tu as 3 mots. C'est gentil. On peut dire à peu près ce que tu fais? Parce que j'ai travaillé pour Dassault avant. Donc, Oui, tu connais un petit peu du coup. Dassault Systèmes, c'est une société leader mondiale dans l'édition logicielle où globalement, l'idée est de proposer des solutions qui permettent de gérer la complexité du monde. Et donc, on a une forte conviction, c'est que le monde virtuel peut améliorer le monde réel. Et donc, à partir de là, on va pouvoir, à travers Outscale, qui est une marque spécifique chez Dassault Systèmes, dans un environnement de cloud, et spécifiquement sur le cloud souverain, jusqu'à des solutions de jumeaux virtuels pour les organisations, qu'on appelle des business experience. il nous manque un intervenant qui est coincé dans les bouchons. C'est quelqu'un qui travaille dans le transport. Et on verra après. Bon, on va parler de la dépendance numérique. Bon, grosso modo, c'est quoi les principaux risques liés à la dépendance croissante aux infrastructures numériques, notamment aux fournisseurs non européens? En quoi c'est un problème? Moi, j'habite aux États-Unis depuis 20 ans, donc c'est une question qui me turlupine, quoi. Ça vous dérange quoi d'être chez Google ou AWS? Henri? L'Union européenne a laissé s'installer depuis 30 ans des dépendances technologiques qui ont plusieurs conséquences. J'en cite 3 rapidement. D'abord, des conséquences d'ordre économique, puisque l'essentiel des gains de compétitivité qui sont apportés par la transformation numérique repartent aux États-Unis, ne restent pas dans l'économie européenne. Deuxième conséquence, c'est une conséquence géopolitique. Qu'est-ce qui se passe si demain nous avons une dégradation du lien transatlantique, des relations entre les États-Unis et l'Europe, on l'a vu dans d'autres circonstances. Qu'est-ce qui se passe si une administration américaine décide d'utiliser l'arme du robinet de l'énergie numérique pour contraindre un secteur d'activité, une entreprise, un pays européen ou l'Union européenne? Qu'est-ce qui se passe? Ça, il faut y réfléchir. Et aujourd'hui, à l'évidence, cette réflexion, elle n'est pas menée, ou de manière beaucoup trop faible. Et troisième conséquence, ce sont des conséquences juridiques, parce que lorsque l'on est sur une plateforme américaine, le droit applicable, c'est le droit américain et ce n'est pas le droit européen. On peut se raconter tout ce que l'on veut, mais dès lors que vous mettez vos données, on peut le faire, d'ailleurs ce n'est pas gênant en soi, mais on peut le faire, mais on se retrouve dans une dépendance d'ordre juridique, et notamment des lois, de nombreuses lois américaines s'appliquent sur vos données, sur ce que vous fournissez à ces plateformes, et j'en citerai
deux. Une qui est connue, c'est le Cloud Act. La deuxième, c'est la section 702 du Foreign Intelligence and Surveillance Act, qui est une législation qui régule la façon dont les agences de renseignement américaines vont faire de la collecte massive, a priori, sans mandat judiciaire, des données des non-US personnes, c'est-à-dire des données des personnes non américaines, pour mener plusieurs types d'activités, de la lutte contre le terrorisme, de la lutte contre la grande criminalité, mais également des activités d'intelligence économique. Et toute agence de renseignement anglo-saxonne qui se respecte, eh bien, consacre une part très substantielle de son activité à mener des activités d'intelligence économique. Oui, donc une des raisons pour laquelle je suis là. David, Henri vient de faire ton sales speech, non? Là, c'est Henri, je t'envoie un contrat très rapidement de CDI. Mais Henri a tout à fait raison, et je rajouterais sur la partie risque qu'en fait, il est important à travers notre espace européen, nos politiques qui réalisent les différentes réglementations, de pouvoir protéger finalement les institutions, les entreprises, à travers leur compétitivité et de favoriser l'innovation. Et à travers la compétitivité, ça veut dire que face à ces risques juridiques et réglementaires extra-européens, il faut protéger leur propriété intellectuelle, et chaque entreprise doit avoir l'assurance que sa propre propriété intellectuelle, ses propres données, ne soient pas disponibles pour des entités étrangères. Et donc ça, c'est un élément que je rajouterais, si tu me permets, Henri, de compléter. Très bien. Axel, quels sont les risques pour une grande boîte de la tech? Moi, j'ai forcément une vision assez macro du fait de mes fonctions passées. Et en ce sens, je rejoins parfaitement ce qui a été dit jusqu'à présent. Donc, je compléterai de manière effectivement peut-être plus opérationnelle. Il y a une dépendance financière parce que lorsque tout un système d'information est géré par une seule grande entreprise, eh bien, lorsque les prix augmentent, ça peut avoir des conséquences budgétaires lourdes pour une entreprise. Et puis, il y a une dépendance technique, parce qu'on sait que l'interopérabilité aujourd'hui est loin d'être aboutie, et qu'il y a des phénomènes d'enfermement, de lockdown des systèmes, et que c'est très compliqué de passer, par exemple, d'un cloud à un autre. Et il y a une troisième dépendance qui n'a pas encore été citée, que je constate dans mon quotidien professionnel, qui est la dépendance de durabilité. Je m'explique. Les entreprises en Europe doivent atteindre des objectifs environnementaux qui sont calés sur l'accord de Paris et sur sa déclinaison à l'échelle de l'Union européenne. Et pour cela, il faut pouvoir, du moins pour partie, dialoguer avec ses fournisseurs afin que leur trajectoire environnementale aide à améliorer sa propre trajectoire environnementale. Une entreprise comme celle dans laquelle je travaille, mais c'est vrai pour toutes les grandes entreprises, a une dépendance sur son empreinte carbone très très forte à ses fournisseurs. Ce qu'on appelle le scope 3, il varie entre 80 et 90% d'exposition aux fournisseurs. Ça veut dire que concrètement, si je veux améliorer la performance environnementale de Soprasteria, mes marges de manœuvre, celles qui relèvent de mes activités directes et indirectes, elles sont entre 10 et 20%. Donc, il faut forcément se tourner vers les hébergeurs, les fournisseurs de solutions en cloud. Mais pour se tourner vers eux et obtenir des informations et des engagements d'amélioration de performance, encore faut-il avoir une transparence sur l'information environnementale et avoir une capacité de comparaison méthodologique sur la manière dont sont calculés les indicateurs. Aujourd'hui, ce n'est pas totalement le cas. Chacun se renvoie la balle. Les uns disent nos infrastructures sont performantes, la hausse de la consommation énergétique est liée à vos usages, et les clients, donc utilisateurs de cloud, disent non, cette performance environnementale, j'aimerais qu'elle soit
améliorer sur les infrastructures que pouvez-vous faire. Donc cette dépendance en termes de durabilité qui a des conséquences économiques, qui a des conséquences juridico-réglementaires, qui a des conséquences réputationnelles, elle va être de plus en plus forte pour l'avenir au fur et à mesure que les résultats de performance environnementale des entreprises seront analysés. David, concrètement, comment des entreprises réduisent leur dépendance à des acteurs étrangers, à ces dépendances technologiques, tout en restant compétitives? En fait, on a la profonde conviction que qu'on ne soit pas dans un monde binaire. On arrête de répondre à la question tu es Rolling Stone ou Beatles, tu es Pepsi Cola ou Coca-Cola, etc. Donc en réalité, le monde est beaucoup plus complexe que cela, qu'un monde binaire, et donc on doit faire des choix plutôt éclairés en fonction d'une situation. Et donc c'est tout à fait acceptable, comme le rappelait Henri tout à l'heure, de pouvoir, sur certaines situations, faire un choix de technologie américaine ou chinoise, peu importe, et pour d'autres raisons, faire des choix extrêmement stratégiques, à ce moment-là, faire un choix technologique qui soit souverain, européen. Et donc à partir de là, on peut se dire, mais finalement, je suis dans une partie dite cloud, multi-cloud, cloud hybride, etc. Et en fait, on le voit dans de nombreuses entreprises, on est sur des choix technologiques qui sont extrêmement variés et qui ne sont pas de manière d'une pensée unique. Ça doit être souverain, ça doit être américain, le meilleur mondial, etc. Donc en fait, on a cette capacité aujourd'hui, grâce à des technologies comme le cloud, qui est une technologie qui doit être dite API, c'est-à-dire que c'est en fait un langage qui permet d'automatiser des systèmes entre eux et qui puissent discuter entre eux. Et les dernières technologies comme Kubernetes, je suis désolé si on verra après s'il y a des questions là-dessus, mais des technologies comme Kubernetes qui permettent de déployer dans des environnements multi-cloud, que ce soit des clouds privés, clouds publics, en France, aux US, peu importe, et donc de pouvoir avoir cette liberté d'action et d'opération par rapport au choix des données, des applications que je vais pouvoir utiliser. Et ce qui permet au final quand même de s'affranchir de certaines situations qui ne sont pas forcément sur une menace juridique, comme Henri le rappelait tout à l'heure, FISA et Cloud Act, mais on a le cas, par exemple, ces derniers mois, de Broadcom et d'un célèbre éditeur VMware qui a changé sa politique commerciale et qui met à mal, du coup, une compétitivité et des coûts extrêmement importants par rapport à des entreprises qui ont fait ce choix-là, en fait. Henri, c'est dans tes veines, hein, le SIGREF s'était fondé il y a quoi, plus de 40 et quelques années? 54 ans. 54 ans, c'était pour se battre contre IBM, la dépendance à IBM. Absolument. Donc, à l'époque, c'était un des enjeux, c'était d'avoir un dialogue ferme avec IBM pour éviter le vendor locking et puis tout ce qui était la position hégémonique d'IBM qui lui permettait de former les prix. Donc en fait, le méchant change, mais on est toujours dans les mêmes problématiques. Ou qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on est une Je ne parlerai entreprise pas pour toujours de être là? méchant. On n'est pas dans une relation méchant-gentil. Hein, Mais c'est Hollywood, il faut qu'on écrive. Je On veux doit bien. avoir un cliffhanger à un moment. Donc, Je voudrais illustrer la situation dans laquelle on est actuellement. Je parlais tout à l'heure des conséquences économiques de ces dépendances technologiques que nous avons laissé s'installer. Il y en a une qui aujourd'hui va prendre des proportions absolument considérables, c'est la dépendance technologique vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si on se rend compte aujourd'hui des investissements absolument colossaux qui sont réalisés aux États-Unis. Ça se compte par centaines de milliards de dollars par trimestre. Par trimestre. Aujourd'hui, un acteur comme Mistral AI a annoncé au mois de mai-juin qu'il ne trouvait plus la puissance de calcul disponible en Europe pour entraîner ces modèles de langage et qu'il était obligé d'aller la chercher aux États-Unis chez ceux qui sont ses principaux compétiteurs et qui vont la lui faire payer extrêmement cher. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire, ça, quand on regarde ces investissements absolument considérables qui sont réalisés? D'une part,
les utilisateurs, moi je vous le dis, les adhérents du CIREF, c'est 157 grandes entreprises et grandes administrations publiques, disent tous, mais derrière, il n'y a pas de cas d'usage qui permettent à un ROI pour l'IA rapporté à ses investissements. Donc, qui est-ce qui va payer ça? Qui est-ce qui va payer ces investissements? Ce sont tous les utilisateurs de Microsoft 365, quand on parle de Microsoft. Ce sont tous les utilisateurs de Google Workspace. Ce sont tous les utilisateurs de ces produits. Et donc, vous allez voir que les hausses de tarifs, déjà ceux qui sont en renouvellement de Microsoft 365, plus 50. Vous rajoutez copilote x2. Tout ça, ça va être payé comme ça. Et vous allez voir que ça va être, dans les années qui viennent, ça va être massif. Deuxième idée, pour revenir sur un sujet qui est cher à Axel, l'empreinte environnementale. Je ne sais pas si vous avez vu, mais pour alimenter ces data centers bourrés de GPU, Microsoft rallume, c'est un truc qui, pour les gens de ma génération qui est absolument incroyable, rallume une tranche nucléaire dans la centrale de Three Mile Island de sinistre mémoire. Dans les années 70, ça avait été l'équivalent de Tchernobyl. Exactement. De Tchernobyl. Donc, vous voyez, une empreinte environnementale, et par ailleurs, ça, c'est dans le meilleur des cas, c'est des tranches nucléaires, mais la réalité, c'est que c'est derrière, ce sont des centrales à gaz, ce sont des centrales au gaz de schiste qui sont mises directement au cul des data centers. Et je vais finir juste sur un sujet. Tous vous annoncent qu'ils sont free carbone, leurs data centers. Tous. Seulement, il y a un truc, et nous, c'est ce qu'on demande aujourd'hui à travers un référentiel qu'on a publié. Vous allez m'indiquer quelle est l'énergie primaire, non pas de votre facture, mais de l'électron qui rentre dans votre data center. Et vous voyez tout de suite qu'ils peuvent avoir tous les contrats qu'ils veulent, mais la réalité d'un électron qui rentre dans un data center qui est en Allemagne, il n'a pas la même valeur carbone que l'électron qui rentre dans un data center qui est installé en France. Et ça, il va falloir, ça va être, je crois, un combat et qui va avoir une dimension législative extrêmement forte, c'est de dire, vous arrêtez de nous raconter des bobards, vous nous expliquez quelle est l'énergie primaire qui vient alimenter les data centers que mes services utilisent sur vos clouds. Axel. Ce qu'a dit Henri est hyper important, c'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne, qu'on commence à raisonner en termes d'indicateurs de performance environnementale au sens financier du terme. Donc le carbone, ça a un prix, et c'est un prix qui va être payé par les utilisateurs des data centers s'ils n'arrivent pas à exiger une performance environnementale de la part des fournisseurs. Donc c'est l'ère dans laquelle on entre, ce qui suppose un élément de plus dans l'analyse de performance et de rapport de force à créer dans les relations commerciales avec les fournisseurs. Il y a d'autres, je trouve, réponses à ta question sur comment diminuer ces dépendances. Déjà, il faut les connaître. Et je trouve que les entreprises ne font pas assez de diagnostic de dépendance des risques. Et en ce sens, la nouvelle directive européenne qui s'appelle la CSRD, la Corporate Sustainability Reporting Directive, nous aide beaucoup parce qu'elle oblige les grandes entreprises, dans un premier temps, à mieux appréhender la réalité de leurs risques, impacts et opportunités. Mais il n'y a pas de souveraineté qui peut être déclarée, il n'y a que des attributs de la souveraineté. Il faut faire vivre la souveraineté, et on la fait vivre comment? En connaissant ces risques, mais aussi en prenant les bonnes décisions. Donc, par l'autonomie décisionnelle, le mot liberté a été prononcé, et par l'action. Donc, la compréhension, la décision et l'action. Et donc, c'est un cadre de pensée pour apporter des réponses à la diminution des risques. Si j'étais encore aux affaires, je dirais continuons à financer massivement l'innovation parce que c'est la manière de, par la recherche, faire émerger des solutions nouvelles qui peuvent apporter des réponses, et notamment, par exemple, des matériaux de substitution,
pour diminuer la dépendance aujourd'hui réelle à la fourniture de matériaux rares qui sont nécessaires à l'industrie du numérique. Continuons la recherche et l'innovation dans les manières de diminuer l'empreinte carbone des data centers. Cherchons à héberger des données avec d'autres types de dispositifs physiques. Et là, les recherches sont, paraît-il, très prometteuses en matière d'ADN, par exemple, etc. Donc, le financement de l'innovation est absolument clé. Et puis, je pense qu'il faut, il faut ne pas avoir honte de poser la question de la sobriété des usages. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un moment où est-ce qu'on a besoin de GenAI partout, sur tous les cas d'usage, quand on peut atteindre des résultats sans doute plus performants et plus justes avec d'autres types de technologies. Et bizarrement, il y a un lien direct en fait entre la recherche de la performance de durabilité et l'affirmation de l'autonomie stratégique. Et ce lien direct, c'est la sobriété des usages. Quand on se pose la question en amont de est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ça? Et si je le fais, quel est le meilleur chemin technologique pour le faire? Eh bien, très souvent, la conclusion, c'est « Ah, on pourrait faire mieux avec moins » et donc diminuer la dépendance technologique aux fournisseurs de cloud. Frédéric, bonjour. Bienvenue. Bonjour, et vraiment je vous prie de bien vouloir m'excuser pour le retard. C'est connu les bouchons entre Toulouse, la Belge et tout ça. En un mot, décris-nous ce que tu fais chez Airbus. Alors chez Airbus, je suis en charge d'une Product and Service Line au sein de l'organisation Airbus Digital qui s'appelle Skywise, qui est notre programme qui vise à mettre en place un gros data lake de manière à pouvoir traiter des process industriels en interne, mais aussi de pouvoir offrir des solutions de support à nos clients, compagnies aériennes. Alors, t'inquiète pas, on mettra ça au début de la conférence quand ils feront le montage vidéo. La dépendance numérique, quand on travaille sur des programmes comme ça, c'est un sujet important ou pas chez Airbus? Alors, tout d'abord, la question posée, dépendance numérique, enjeux, on va dire géopolitiques, enjeux climatiques, tout ça, c'est une question qui est clé, en particulier pour les DSI européens et en France notamment. Mais à ça, je rajouterais l'enjeu, ou en tout cas le challenge, qui est l'équation budgétaire, économique. Donc nos DSI, aujourd'hui, sont confrontés à ces trois questions. On va dire une DSI plus pérenne, un numérique plus pérenne, et en plus, l'équation économique. Et là, je dirais que la dépendance numérique, c'est un challenge, mais c'est aussi une opportunité. Une opportunité parce que sans dépendance numérique, pendant le Covid, on n'aurait pas pu travailler. On aurait été en blackout total. Donc là, avec les outils à distance, ça nous a appris à travailler différemment et également, par la suite, post-Covid, à avoir un différent type de ways of working et qui est finalement basé sur du numérique. Mais néanmoins, il faut rester conscient de cette dépendance numérique, au même titre, par ailleurs, que dépendance avec n'importe quel autre fournisseur ou dépendance avec certaines matières premières. Il faut en être conscient. Donc là, force est de constater que la plupart des service providers ou des apporteurs de solutions numériques dans le monde sont, à part Dassault Systèmes ou SAP, principalement non européens. Je ne ferai pas l'histoire des équipementiers télécoms européens, des bulles co, des tentatives de cloud souverain franco-allemand. Bon, il y a plein d'histoires avec des leçons à tirer. Mais néanmoins, cette conscience qu'on vit dans une dépendance numérique, et notamment avec des fournisseurs non soumis uniquement aux lois européennes, fait qu'on a un besoin de vigilance et notamment un besoin de cyber-résilience sur nos infrastructures et nos services. Donc là, premier enjeu, et à cela également l'enjeu climatique, puisqu'on estime, je pense que les chiffres ont dû être donnés, mais environ 4% de contribution, enfin, on va dire, l'IT au sens large contribuant à environ 3,5-4% aux émissions de gaz à effet de serre.
Bon, ça veut dire qu'il y a un réel enjeu. Les perspectives, c'est que ce chiffre va doubler d'ici à quelques années. Donc il y a un enjeu, et je rejoins Axel, sur la frugalité de nos usages. Et là, dans mon périmètre d'activité avec Skywise, effectivement, on peut se poser la question, est-ce qu'on a besoin d'utiliser l'ensemble des sensors data, enfin des data collectées par les sensors en vol dans un avion? Est-ce qu'on a besoin de faire autant de time series computing sur nos data lakes? Ou est-ce qu'on peut être plus sélectif et cibler les données ou le traitement des données qui ont un réel impact sur des process, l'efficacité opérationnelle, soit en interne ou de nos avions? Donc toutes ces questions font partie de nos équations, on va dire, au niveau de granularité de projet au sein d'Airbus. Okay. Donc on vient de parler de dépendance numérique, mais il y a plein d'autres facteurs qui affectent le numérique aujourd'hui. La géopolitique, par exemple, la guerre en Ukraine, les tensions entre les États-Unis et la Chine, entre les États-Unis et l'Europe, peut-être au mois de novembre prochain. On va voir ce qui se passe. David, comment ça impacte l'écosystème, tout ça? L'écosystème a été fortement impacté, et pour reprendre Frédéric sur le Covid, où on a traversé cette crise sanitaire, ensuite on a traversé une crise énergétique, puis on a la crise maintenant Ukraine, Russie, les vives tensions Chine, Taïwan et US qui sont les grands points. Là-dessus, ça va être extrêmement compliqué, où en fait on s'aperçoit quand même, on parle des équipementiers américains, mais les équipementiers américains dépendent aussi des puces qui sont fabriquées à Taïwan. Donc tout ça est bien enchevêtré. Ce qui est extrêmement important, c'est qu'en tant qu'acteur du numérique, à fournir des services, il faut être conscient de quel est finalement mon actif stratégique, de façon à ce que je puisse me libérer et être pleinement indépendant et autonome. Et donc après, j'ai besoin d'autres actifs, qui sont peut-être des composants, mais en tout cas, pour être vraiment très concret là-dessus, et sur Outscale, sur la partie cloud, on a fait un choix qui est d'avoir finalement, à partir du moment où on fait du cloud et on propose des services à un client, ce client nous fait confiance sur notre capacité à être pleinement autonome, sur sa capacité de résilience, sa sécurité, les niveaux de service qui sont amenés, etc. Et donc le choix qui a été fait est d'avoir notre propre logiciel d'orchestration du cloud. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait un choix qui est, je ne dépends pas de certains programmes open source qui sont plus ou moins tirés à droite à gauche par 5 gros acteurs américains. Je ne fais pas le choix d'un éditeur de logiciels type VMware, par exemple, pour faire tourner un cloud. Je développe mon propre logiciel de cloud et qui va apporter une dimension d'abstraction sur des équipements. Ces équipements, ça peut être du Cisco, du NetApp, des GPU NVIDIA, etc. Peu importe l'équipement qui est utilisé, en fait, c'est la source d'intelligence qui apporte cette abstraction. Et donc aujourd'hui, on est nous-mêmes pleinement capables de se dire, mais si finalement demain, il faut sortir et s'adresser à des nouveaux types de processeurs ARM, par exemple, parce qu'il y a une empreinte éco-responsable qui est certainement meilleure, on va pouvoir le faire parce qu'on a cette intelligence et on ne dépend pas nous-mêmes sur notre cœur de métier d'éditeurs tiers et donc derrière d'une géopolitique qui peut arriver. Donc c'est un choix éclairé, stratégique qu'on doit mener et sur lequel finalement les clients nous font confiance sur ce métier-là. Axel, quelle stratégie on adopte face à des sanctions, des restrictions sur des technologies étrangères où on essaye de ne pas y aller? Comment est-ce qu'on accélère la souveraineté numérique dans un groupe de tech? Moi, je travaille dans une entreprise de services et donc peut-être moins directement impactée par les questions qui concernent le hardware, en tout cas plus indirectement. Mais tu posais la question de quelles sont les conséquences de la multiplication des crises et de l'instabilité géostratégique sur l'écosystème du numérique dans son ensemble. Moi, j'en reviens au positionnement des géants de la tech. On sent qu'il y a une conscientisation de l'importance d'être plus autonome au plan énergétique. Alors, ça a été vrai
par les pays et les gouvernements, mais c'est vrai aussi par les entreprises technologiques, où il faut diversifier ces sources d'approvisionnement énergétique et les verdir. Et donc la France devient un paradis non pas fiscal, mais je ne sais pas comment un paradis vert, du fait de notre source d'énergie qui elle-même est plus verte parce qu'elle provient du nucléaire que d'autres pays. Et donc je pense qu'il ne faut pas être naïf sur le fait que l'ouverture de data centers géants ne sert pas forcément directement et immédiatement les intérêts des entreprises européennes, contrairement à ce qui peut être affirmé. Je pense qu'il ne faut pas non plus être naïf sur le fait que, de manière croissante pour l'avenir, ça pourra, ce type d'installation, créer des tensions avec les populations locales, avec une pression croissante sur les ressources, notamment les ressources aquatiques, et sur des impacts sur la biodiversité, parce que qui dit data center géant dit impact en matière des sols, par exemple. Et donc, on entre dans un monde dans lequel une décision d'investissement stratégique a des impacts environnementaux et sociaux et qui doivent être posés en amont et appréhendés de cette manière, ce qui n'était pas le cas avant la guerre en Ukraine, ce qui n'était pas le cas avant la pandémie, ce qui n'était pas... Donc il y a eu une accélération en fait de la prise de conscience des interdépendances. Et oui, l'écosystème numérique, il est très interdépendant au niveau mondial, ne serait-ce que parce qu'il n'est pas produit en Europe, il n'est même pas produit aux États-Unis. Il est produit avec des ressources qui se trouvent en Chine, en Asie du Sud-Est, en Afrique. Et donc, cette interdépendance, on peut essayer de la compenser, de la mitiger, de la diminuer. Il n'empêche qu'elle est là et que c'est un fait. Et donc, il faut être lucide et il faut essayer de faire émerger, encore une fois, des solutions de compensation. Frédéric, le concept de cyber-résilience pour se protéger des menaces géopolitiques, est-ce que c'est des choses qu'on met en place dans le cadre de tes activités? Oui, bien sûr. Et quelque part, chaque organisation doit mettre en place ses outils, ses process de gestion de crise. Et on est dépendant aussi de notre supply chain. Et que ce soit un logisticien ou un fournisseur de rang 5, 6, on est dépendant de sa propre cyber-résilience. Donc, on a, avec tous les acteurs membres du GIFAS, des actions pour renforcer déjà le niveau de maturité vis-à-vis de la cyber-résilience dans les organisations de PME. Et en propre, chez Airbus, on a mis en place toute une équipe de gestion de crise avec du training, la sensibilisation des utilisateurs et avec les moyens de réagir, que ce soit suite à une attaque ou alors même quand on lance des tests de rupture opérationnelle, de pouvoir mettre le dispositif qui implique chaque acteur, chaque manager pour réagir. Mais je reviendrai sur la question d'instabilité géopolitique parce que clairement, on est dans un VUCA World, donc c'est classique, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous à la direction du digital? Ça veut dire qu'il faut qu'on garantisse à nos métiers, à la production, cette continuité opérationnelle, d'une part. Et ça veut dire être capable d'anticiper et de monitorer les risques ou les failles potentielles pour éviter justement d'avoir cette rupture, on va dire, de continuité opérationnelle. Et ça veut dire également que sur nos moyens de production ou nos choix techniques, on va s'appuyer de plus en plus, si ce standard arrive avec E+, sur des standards et des normes qui seraient définis au niveau de l'Europe. Par défaut, on va s'appuyer sur le compliance document de l'association Gaia-X, qui a été tiré à la fois par les service providers et par les end-users, avec notamment le label 3, qui permet d'avoir un niveau équivalent, qui garantiront pour les services cloud cette continuité opérationnelle. L'autre niveau, c'est la protection de nos données. Et là aussi, c'est très important de travailler
avec nos fournisseurs du numérique, qu'ils soient européens, américains ou autres, de manière à pouvoir mettre en œuvre des systèmes de protection et d'accès à ces données, et avec les moyens de monitorer l'accès à ces données par nos propres moyens. Donc gestion de clés d'entreprise déconnectées du service provider lui-même, etc. Henri, la transition est toute faite pour toi. On en est où sur Gaia X? Gaia X produit ce que devait produire Gaia X. Voilà, je vais rétablir quelques vérités. Gaia X n'a jamais été un cloud provider ni un broker de services cloud, mais une association européenne avec plus de 300 entreprises qui travaillent ensemble pour produire des recommandations permettant de sécuriser des espaces d'échange de données, sensibles notamment, pour produire de la valeur sur la base de ces mutualisations de données au sein d'un secteur d'activité, entre entreprises et éventuellement concurrentes. Il y avait un intérêt évident en Europe à pouvoir partager des données tout en les sécurisant. Je vais revenir sur un truc, sur l'EUCS. Qui est-ce qui a entendu parler de l'EUCS? Alors, 2, 3. C'est un schéma de certification européen de sécurité des services cloud. Pourquoi est-ce que je voudrais revenir quelques instants sur cette histoire? Parce qu'elle est caractéristique de ce qui se passe actuellement en Europe. Je vous raconte l'histoire. Il y a en 2019 le Cyber Security Act qui dit qu'il va y avoir des schémas de certification des services cloud. L'Agence européenne de cybersécurité, l'ENISA, produit une première version et qui est alignée sur la demande française notamment parce que dans son niveau le plus élevé, on propose des critères qui permettent d'exclure les services, dans son niveau le plus élevé, les services qui sont soumis à des législations non européennes à portée extraterritoriale. Le 25 mai 2023, la tech américaine écrit à l'administration Biden pour dire « Ne laissez pas faire les Européens. Si vous les laissez faire, ça aura des conséquences sur la sécurité nationale des États-Unis. » Septembre 2023, Anthony Blinken, le ministre des Affaires étrangères américain, envoie une note diplomatique à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, et lui dit « Retirez ce projet. Si vous l'adoptez, ça ne sera pas sans conséquence sur les relations économiques et sécuritaires entre les États-Unis et l'Union européenne. » Automne 2023, la Commission demande à l'ENISA de revoir sa copie. Début 2024, nouvelle version, expurgée de tout critère permettant de garantir l'immunité des services cloud aux législations non européennes à portée extraterritoriale. On en est là. Et pourquoi est-ce que l'Europe s'est couchée? À cause des conséquences, soit sur des secteurs d'activité qui sont dépendants de leur accès au marché américain, par exemple l'automobile allemande, soit des États qui craignent comme la peste des restrictions d'accès sur les garanties de sécurité qu'apportent les États-Unis dans le contexte de la guerre en Ukraine. Alors on va aller un petit peu sur un autre sujet parce que le temps passe vite. Cet été, j'étais frappé, j'ai écouté le podcast de mon ami Carlos Diaz, Silicon Carnet, qui venait faire une version de son podcast ici en France avec des start-upers. Et tout ce qu'on entendait, c'était le mot impact. On fait des startups à impact, on commence avec de l'impact, etc. C'est un terme que nous, on ne connaît pas du tout aux États-Unis. Enfin, quand on fait une startup, il faut aller très vite d'abord, et puis après, on verra l'impact. Comment est-ce que cette idée d'être sur l'impact, comment on peut équilibrer l'innovation technologique et puis les exigences climatiques sur lesquelles on travaille aujourd'hui? Peut-être David. Alors, je ne sais pas si c'est de l'impact, mais on pourrait peut-être parler de frugalité, par exemple. Frédéric en parlait tout à l'heure et Axel également. On peut prendre l'image de cette frugalité, par exemple, sur des services que nous, on connaît sur la partie cloud. On peut se dire, OK, je fournis un service, mais celui-ci m'exige d'être dupliqué une fois, 2 fois, 3 fois par rapport au service qui est rendu. On peut s'apercevoir quand même que ça coûte extrêmement cher et du coup, ça vient consommer également et c'est un impact du coup sur l'éco-responsabilité de ce service. On peut se poser la question finalement dans le design d'un service qui doit être rendu et de sa résilience, comment je peux finalement rendre ce design tout en assurant un niveau de service peut-être largement acceptable, mais peut-être pas à 100%, peut-être à 99%, qui est largement acceptable, avec finalement une réduction extrêmement grande de son empreinte carbone, par exemple. Donc,
partant de ce postulat, et tout à l'heure Axel en parlait sur le stockage ADN, c'est des pistes qu'on poursuit, ou pour ceux qui sont à distance peuvent pas voir, mais sur une salle comme celle-ci, on peut stocker sur ADN l'équivalent de tous les data centers dans le monde. Donc avec un niveau énergétique qui est extrêmement faible. Donc il y a des pistes qui sont encore à porter à maturité, hein, on est à 10 ou 20 ans, mais qui sont extrêmement prometteuses, ou en tout cas qui sont des pistes sérieuses pour pouvoir accélérer là-dessus et soutenir les startups qui sont dans ce domaine-là. Oui, on est sur la deep tech, là, on va loin et on espère que ça avancera vite. Axel, comment on conçoit un numérique qui soit plus durable, socialement, écologiquement, et pour le futur? Eh bien, en se posant en amont la question de son impact. Moi, j'aime beaucoup la notion de ROI d'impact, le retour sur investissement à impact. Je ne suis pas trop d'accord avec toi quand tu dis qu'on n'en parle jamais aux États-Unis. Il y a tout un écosystème de l'impact investing. C'est d'ailleurs né là-bas et il y a plus de 15 ans. Donc, et puis Je poussais. Oui. Et en revanche, je suis convaincue qu'il y a une spécificité européenne dans le fait d'intégrer beaucoup plus by design la question des conséquences, en particulier au plan environnemental et social, des technologies qui sont développées, et aussi se poser la question de l'impact des usages. Donc pas uniquement d'avoir une entrée un peu techno-solutionniste. Et si on pousse cette réflexion, j'irais même jusqu'à dire que c'est un avantage compétitif pour les entreprises européennes. Donc ça m'énerve quand on oppose toujours la régulation, en ce moment typiquement en provenance de l'Union européenne en matière d'environnement, à la compétitivité et la productivité des entreprises. La seule grille de lecture, en tout cas celle qui transparaît dans les médias et dans les expressions publiques, c'est ces sources de bureaucratie, et ça a été inventé par des technocrates déconnectés. Il y a peut-être une partie de ça, mais au fond, pourquoi elle est là, cette régulation? Pour d'abord rappeler les responsabilités qu'ont les acteurs économiques dans ce monde incertain face aux limites planétaires, mais aussi pour aider les entreprises à développer des produits et des services qui répondent à ces enjeux en avance de phase par rapport à la concurrence. Et moi, j'ai tellement l'impression que l'histoire se répète. Lorsque j'avais négocié le RGPD, j'avais vraiment eu le sentiment de le faire contre les entreprises, parce que j'avais beau être en charge de l'innovation, et à Bercy, depuis le ministère de l'économie, on me disait « c'est de la surréglementation, ça ne sert à rien ». J'expliquais non, la protection des données personnelles, elle s'appuie d'abord sur un socle législatif et philosophique qui est proprement européen, qui est fort, qui est ancré dans l'histoire du continent. Mais au-delà de ça, d'avoir des entreprises européennes qui savent protéger les données des utilisateurs, vous verrez que ça sera un avantage compétitif au niveau international. C'est exactement la même chose sur la capacité à produire des services verts, à accompagner des clients sur leur propre transition environnementale pour passer à une économie décarbonée qui soit moins dépendante des énergies fossiles. Et donc, en fait, ça nous oblige, ça élève le niveau d'exigence, le niveau de jeu. Et donc, finalement, cette recherche plus systématique du ROI d'impact, elle apporte une valeur. Alors certes, pas uniquement sur les marges, certes pas uniquement par la compétitivité prix, mais qui est une valeur d'innovation qui est réelle aujourd'hui sur le marché. Et la Californie commence à suivre ton exemple du RGPD, même aux États-Unis. Frédéric, le ROI au carré, tel que Axel le mentionne, le ROI impact, comment ça se concrétise dans tes actions? Alors, je ne sais pas si c'est une marque déposée, mais c'est un très beau concept. Non, nous, on a été... j'avais pas entendu le ROI square ou carré, mais par contre, j'avais lu l'excellent guide du CIGREF sur la politique RSE au sein de l'IT, que je recommande à tout le monde, disponible sur le site, un peu de pub.
Mais néanmoins, on a mis en place plusieurs niveaux, on va dire, de responsabilité au niveau de l'IT. Le premier niveau, c'est déjà la mesure. De quoi parle-t-on? Donc, on a mis en place au niveau de la DSI européenne, alors pas dans le monde, mais on va dire l'Europe couvrant les 2/3, si ce n'est pas les 4/5 de la consommation, des éléments de mesure. On a eu d'ailleurs, on est ISO 14001 sur le sujet. Deuxième élément, on a mis en place des formations, et pas uniquement des formations techniques, mais de la sensibilisation à l'ensemble des chefs de projet, avec fresque du climat, avec conception d'un service numérique durable, avec un certain nombre de grilles de formation, et qui associe à chaque chef de projet du numérique en fait, cette sensibilité. Et le troisième niveau, au niveau de chaque appel d'offres de projet, de conception ou d'équipement, avoir les critères de durabilité, mais end-to-end, sur le cycle de vie, couvrant à la fois les consommations de data center, couvrant, on va dire, la fin de cycle de vie des équipements et couvrant l'usage qui est fait des services. Et donc, avec ces trois niveaux, on n'est pas parfait, mais on commence à sensibiliser l'ensemble des équipes. Mais néanmoins, je voudrais rajouter un point qui est important. C'est qu'un service numérique, il ne faut pas le mesurer au périmètre du service numérique et de sa consommation. Il faut voir ce que ça apporte. Alors bien sûr, il y a le Green for IT, mais il y a l'IT for Green. Parce qu'un service numérique qui va peut-être consommer beaucoup de données, beaucoup de CPU, de graphes, mais s'il permet à un avion, dans son plan de vol, d'économiser 20% de sa consommation de kérosène, ça sera du net gain. Et donc, il faut aussi avoir en vue l'usage de ces services numériques dans l'équation. Et donc là, on a développé avec les équipes d'Airline Science dans le digital, avec des use cases qu'on fait avec les services digitaux de notre équipe service, un certain nombre d'applications, de use cases que les airlines peuvent consommer pour pouvoir optimiser leur trajectoire, optimiser leur flight operations. Et ça permet de contribuer à la décarbonation de l'aviation. L'IT for Green, on peut se poser la question, David, parmi tous les clients, tu dois avoir des gens qui font des choses qui vont dans cette direction. Est-ce qu'on va émerger l'IA for Green aussi? Oui, alors sans rentrer dans un schéma trop marketing du sujet, mais comme le disait Frédéric sur l'IT for Green qui finalement apporte cette valeur parce que le Green IT est la source de cette création. Ça me fait penser en fait à ce que je disais en introduction sur le fait que les mondes virtuels améliorent le monde réel. On est dans cette économie aujourd'hui sur la planète Terre, mais il n'y a pas de planète B, il n'y a pas de planète C. Par contre, il y a une planète V qui est la planète virtuelle dans laquelle je peux tester mes nouveaux conceptions, mes nouveaux services, mes nouveaux véhicules, etc. Et donc là, je vais être sur une consommation, un impact, une réduction extrêmement forte. Et je vais pouvoir simuler aussi, finalement, quelle est son éco-responsabilité. Et je vais, à travers ces simulations virtuelles, pouvoir décider de manière extrêmement éclairée de mes choix industriels. Et donc, je vais pouvoir, de ce fait, développer un service qui puisse répondre à mes contraintes, mes cahiers des charges, à ce que veulent réellement les clients. Et donc, c'est important de ce point de vue-là. Pour donner un exemple, on a une business experience et différents logiciels qui permettent à des data centers de pouvoir simuler le design de leur déploiement des machines informatiques au sein du data center. Parce qu'en fait, il faut gérer les courants d'air chaud, les courants d'air froid, au-delà de la simple prise électrique. Et donc, à travers ce design, je vais pouvoir finalement évaluer et optimiser les choses de manière entièrement virtuelle dans un premier temps, pouvoir le déployer dans le réel, mesurer les écarts, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que je peux améliorer, etc. Et donc, on est vraiment dans ce cycle vertueux, finalement, de se dire je conçois, je mets en œuvre, je regarde ce qu'il en est, je reprends les inputs, je m'améliore, etc.
Ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure sur on évalue le système numérique dans son ensemble et sur ce qu'il peut faire pour améliorer les choses. On a le temps pour peut-être une ou deux questions rapidement. Et vous me connaissez, vous m'avez vu en action. Moi, je viens dans la foule et je force les gens à avoir une question. Allez, on y va. 1, 2, 3, je me dirige toujours par là. Et maintenant, je vais vers Jean-Pierre Gros. Voilà. Une petite question, Jean-Pierre, à notre panel aujourd'hui. J'ai une question sur quoi? On a évoqué 25 sujets. Oui, j'ai vu, c'est pour ça je rigolais. Je peux te répondre quand même. Je peux répondre parce qu'il se trouve qu'au sein du pôle systématique, Paris Région, je pilote un groupe de travail sur IT for Green. Notre thèse de base est de dire que l'utilisation pertinente, comme vous l'avez souligné, des technologies de l'information permet d'économiser des ressources dans le monde réel. Donc le bilan n'est pas complètement négatif, mais il faut le calculer. Alors on travaille sur un axe particulier qui est la réflexion scientifique sur la mesure. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un statement en disant c'est vachement bien de faire du numérique parce qu'on va économiser de l'argent dans le réel, il faut le démontrer. Et il faut construire des use cases démontrables pour qu'ensuite en entreprise, les gens s'engagent sur des gains de CO2 concrets. Derrière, il y a une mesure. Tout ce qui n'est pas mesurable n'a pas de portée. C'est du wishful thinking. Donc, on a un objectif et un seul, et c'est d'ailleurs, c'était un long travail entre nous, c'est de dire notre objectif n'est pas l'écologie en général, c'est la réduction des émissions de CO2. Un seul et unique objectif. Et cet objectif clair, précis, vertueux, mesurable, permet de mettre en tension toute une série de processus d'entreprise. Et ça, c'est extrêmement intéressant, ce que vous venez de dire. J'aime beaucoup la formule, il n'y a pas de planète B, il y a une planète V. Je vais me l'approprier. Elle n'est pas de moi non plus. Une autre question. Bonjour, comment tu t'appelles et tu fais quoi dans la vie? Alors, je m'appelle Benoît et c'est une question en tant que citoyen. Du coup, on parle de géopolitique. Il y a effectivement une guerre entre États et le gouvernement français a fait, enfin, en tout cas, il y a une position d'État, de souveraineté. Le gouvernement français a proposé une loi sécuriser et réguler l'espace numérique il y a quelques mois. Du coup, vous n'en avez pas du tout parlé. La loi SREN. Ouais, voilà. Elle prévoit notamment que les providers cloud fournissent l'empreinte carbone, l'empreinte de consommation en eau et en énergie, et qu'un décret d'application sorte sous peu. Donc du coup, ma question, c'est quel lobbying ou enfin, on a déjà un instrument qui est peut-être pas assez ambitieux, mais en tout cas qui est là. Pourquoi vous en parlez pas d'ailleurs? Je suis un peu étonné. Et ensuite, est-ce qu'il n'y a pas un lobbying à faire auprès du gouvernement qui vient d'arriver pour que ce décret d'application soit conforme à vos attentes et sur les énergies primaires, etc. Pourquoi pas? Je sais pas, c'est quoi votre position? Alors peut-être pour le SIGREF et puis éventuellement pour Axel Lemaire qui a aussi les réseaux peut-être encore existants. Sur ce sujet-là, d'abord, la loi SREN effectivement prévoit quelques axes, mais ils ne sont pas très ambitieux. Ils s'adressent exclusivement aux implantations qui sont sous régulation nationale, c'est-à-dire sur le territoire national, et que ce sont des services qui ont une empreinte mondiale. Donc vous allez avoir vis-à-vis des grands hyperscalers un impact assez mineur, avec un très fort impact sur l'écosystème national. Donc il faut être très prudent sur la façon dont les décrets vont être adoptés. Je suis sûr que tout le monde en est conscient. Lesquels décrets doivent être adoptés dans les 6 mois qui suivent la promulgation de la loi, c'est-à-dire qu'ils doivent être pris d'ici le mois de novembre. Vous voyez ? Donc ça va arriver très vite. Je ne pense pas que ça va changer la face du monde. Ce sont des sujets qui, d'un point de vue législatif et réglementaire, n'ont de pertinence que lorsqu'ils sont traités, à minima, à la maille européenne, pour ce qui concerne nos entreprises et notre scope 3. Et juste pour ajouter, je suis tout à fait d'accord avec Henri, et on va dire, on n'a pas besoin d'une loi en tant que donneur d'ordre ou d'association de donneurs d'ordre de mettre en place les critères de sélection. Et effectivement, c'est ce qu'on fait. On a une implantation très largement européenne et mondiale. Quand on met dans un appel d'offres ce type de critères, on a des bonnes réponses. Et que ce soit les GAFAM ou les autres acteurs européens, ils répondent à ces questions. Je nuancerai un peu la réponse. Je pense qu'ils y répondent comme ils veulent y répondre.
En tout cas, ça dépend peut-être des donneurs d'ordre et tout le monde n'a pas la puissance d'un Airbus. Il y a un enjeu de transparence aussi et d'harmonisation des méthodologies de calcul, je le redis. Je pense que c'est pas inutile, mais c'est très largement insuffisant. Effectivement, pour l'instant, c'est plutôt une déclaration d'intention parce qu'on ne sait pas comment ça peut être mis en œuvre et ça fait quand même un certain nombre de mois qu'il y a quelques incertitudes politiques. Et je pense que si j'avais un vœu à formuler, il serait plutôt à Bruxelles pour l'équivalent réglementaire de cette loi SREN sur la mesure de l'empreinte carbone des hébergeurs, mais aussi sur le passage en législation du RGESN. Le référentiel général sur l'éco-conception des services numériques, dont la version actualisée est sortie il y a quelques mois, c'est une initiative très intéressante qui couvre toute l'industrie numérique dans toutes ses dimensions, services, produits, de l'amont à l'aval, et qui a le mérite d'être très pratique. Donc, qui est vraiment une feuille de route prête à être prise en main et qui aurait mérite, là aussi, à trouver un public plus large auprès des entreprises et des utilisateurs. Et donc, je pense que le vrai enjeu, il est le passage à l'échelle de ce référentiel pour qu'il puisse être intégré dans les pratiques de toutes les entreprises implantées ou ayant des activités en Europe. Je rebondis sur la question qui avait lieu sur l'IA. Moi, j'aimerais juste qu'entre nous, on soit d'accord pour se dire qu'on arrête de parler de Green AI. Est-ce qu'on peut juste se mettre d'accord pour se dire que ça n'existe pas, c'est un fantasme, c'est un mythe, c'est du marketing bullshit, d'accord? Le Green AI, c'est inconciliable. En revanche, l'AI for Green, ça peut exister. Donc, il faut simplement, j'insiste là-dessus, se poser la question du pourquoi. Un jour, une jeune mathématicienne spécialiste d'intelligence artificielle m'a dit Axel, la Gen AI, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez la table là, que j'ai devant moi. Il y a 2 verres. Pour aller du point A au point B, donc à ce résultat, avec l'IA, appelons-la traditionnelle, je fais comme ça dans mes calculs. Avec l'IA Gen, je fais comme ça. D'accord ? Donc ça, c'est plus long, c'est un peu plus fatigant, on utilise plus d'énergie pour arriver à des résultats qui sont plus improbables. Donc en fait, posons-nous la question en amont de la nécessité de l'usage et de sa frugalité. Gobelet 1 ou gobelet 2, où est la boule? On arrive à la fin de cette intervention. Je voulais vous remercier tous les 4 pour ce sujet passionnant. On n'a pas pu aborder tout dans le détail. Effectivement, on a peut-être loupé 1 ou 2 lois qui sont en cours sur le sujet. Je vais être très égoïste, très selfish comme on dit. Axel, tu viens nous voir à la mêlée quasiment chaque année. Quel est le ou les 2 points que tu retiens de ta visite? Parce qu'on n'est pas sûr qu'on va t'interviewer après rapidement en vidéo, donc on va en profiter maintenant qu'on a les caméras tournées sur toi. Je vais me poser cette question demain matin parce que j'aurais répondu la 3e mi-temps. Oui, mais ça, c'est une donnée chaque année. Et plus sérieusement, c'est vraiment l'accent, et moi ça me fait plaisir, et il se trouve que je travaille tout le temps sur ces sujets, l'accent mis sur le numérique durable et responsable. Alors c'est une particularité de l'événement, mais il n'empêche que chaque année, lorsqu'on a la DSI, un chef d'Airbus qui parle d'IA éthique, et quand on voit le défilé des intervenants toute la journée pour parler de l'éco-conception, de l'accessibilité ou de la mesure de l'impact de l'IA, qui ont vraiment développé des expertises, je me dis, oui, en fait, il y a une carte à jouer. Donc allons-y vraiment et à fond. Merci à tous, et je vous invite à voir, je crois qu'il y a un trophée, il y a quelques trophées qui arrivent et des choses un peu marrantes pour le reste de la soirée. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.